amis, par exemple, qui jouent le jeu en toute partie. C'est-à-dire que ce jeu-là, est-ce que ce ne sont que des petits producteurs? Qu'est-ce qu'on appelle petit producteur ou gros producteur? Plus de 300 hectares. Alors, il y a une... Pas tellement, a priori, mais il y a quand même quelques fermes qui sont de taille un petit peu plus importante. En particulier, il y a une grande ferme bio en région Île-de-France qui est dans le projet. Voilà, mais a priori, ça va plutôt être... Déjà, les fermes bio, elles sont de taille plus petite le plus souvent, et ça va plutôt être des agriculteurs qui vont être dans des zones un peu plus difficiles, enfin, pour lesquelles le modèle dominant a montré plus vite ses limites aussi. Non, mais si, il y a quand même... Ce qui est intéressant, par exemple, deux frères qui ont repris donc, la ferme de leurs parents dans la Beauce, 300 hectares en intensif, presque monoculture. Eux, ils se sont installés sur 50 hectares, ils ont converti en bio, ils sont installés un four et un fournil, paysan boulanger, ils ont salarié une boulangère, ils ont associé un maraîcher, donc ils sont à 4 sur 50 hectares en bio, là où le père était tout seul avec un salarié juste pour la récolte et les semis. Donc, et ma question que j'avais tout à l'heure, c'était, vous aviez montré des modèles simples, là, en mathématiques, et alors ma question c'est, est-ce que si on complexifie ces modèles, en disant qu'ils soient plus proches de la réalité, à la fois dans le fait que beaucoup de parents donnent beaucoup d'enfants, et même après tout ça se mélange, le fait qu'il y ait des fois des choses violentes qui arrivent et qui peuvent perturber les... Est-ce que si on complique le modèle, on s'éloigne beaucoup de ce schéma-là, ou finalement ça reste une bonne représentation? Eh bien, donc ça c'est la vraie question sur qu'est-ce que c'est qu'un bon modèle. Donc il y a toujours plusieurs tensions entre deux tentations. La première, c'est de le réduire à son plus simple élément et voir ce que ça peut prédire avec juste un ou deux mécanismes, c'est ce que j'essaie de dire. L'autre, c'est de complexifier jusqu'à ce qu'on puisse reproduire les données. Alors, je ne suis pas très à l'aise avec la complexification complète, parce qu'en fait, il existe une infinité de modèles, et donc on pourra toujours en trouver une infinité qui reproduit exactement ce qu'on observe. Mais qu'est-ce qu'on a appris, et à quel point c'est pertinent, c'est pas très évident. Donc souvent, l'approche c'est de simplifier au maximum et de rajouter un petit ingrédient, de mélanger les deux, de voir, de bien comprendre, voilà. Donc, moi je crois que ce qu'il faut reproduire, c'est les grandes tendances. Si on doit faire, chaque espèce étant différente, il faudrait faire un modèle complexe pour chacune des espèces. Bon, à la fin, on n'a pas appris grand-chose. J'ai l'impression qu'on apprend plus en généralisant et en faisant l'abstraction des détails. Je l'ai dit, c'est discutable comme approche, hein, ça dépend de notre but. Quoi. Oui, vous avez jamais parlé d'épigénétisme. Et l'autre question, c'est que je crois qu'il y a eu une étude récente d'une équipe qui est repartie au Galapagos, je crois, pour voir l'évolution des oiseaux qu'avait observé Darwin, et qui ont observé une sélection beaucoup plus rapide que ce qui était imaginé avec les modèles. Donc ce sont deux questions séparées. Alors, la place de l'épigénétique dans les sciences de l'évolution, c'est un débat qu'il faut avoir. Il y a des gens qui ont des positions très fortes sur ça. Si on me demande mon avis, moi j'ai absolument rien vu qui montre que c'est important. C'est clair. Après, je suis tout à fait pour qu'on discute, hein. Mais pour l'instant, c'est très émotif comme débat et assez peu documenté par les observations. Donc tant qu'on en est là, à chaque fois qu'on a montré qu'il y avait quelque chose d'épigénétique, on pouvait tracer la modification génétique génétiquement, quoi. Donc oui, on observe un phénotype, par exemple, ce bout-là est soumis à un truc épigénétique, mais en fait c'est lié à un autre locus qui lui contrôle ça, quoi. Donc voilà. Alors après, sur les pinsons de Darwin, je sais pas, j'ai pas vu cette étude. Pourquoi les débats d'idées, c'est toujours par... pourquoi l'un force un modèle et l'autre communauté force l'autre modèle? Alors, clairement, en fait, on sent bien que les choses sont au milieu. En fait. Pourquoi en fait, on a cette réaction finalement? Est-ce que c'est juste
la façon dont tu le présentes, ou est-ce que c'est une réalité Ah, tu veux dire la bascule sélectionniste, neutraliste, voilà. sélectionniste? Pourquoi Non, ça c'est une réalité de pratique en fait. Hein. Donc jusqu'à disons, le changement de paradigme, on avait déjà caractérisé que la dérive génétique, ça existait, c'était caractérisé même par Wright en fait, ça a commencé là. Hein. Il a tout de suite compris comment ça marchait. Ceci dit, il l'a vraiment présenté comme une nuisance, quoi, pas comme un objet d'intérêt. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il n'y avait pas de mesure de diversité moléculaire. Donc, en fait, tout ça c'était un peu comme ça. Et un jour, il y a eu cette observation très claire qu'il y a trop de diversité moléculaire pour que le modèle sélectionniste marche. Alors, il y a eu une bascule de l'autre côté. Mais c'est pas juste une position entre les deux, c'est intéressant quand même de voir quel est le modèle qui explique la diversité. Donc il y a un peu de l'un, un peu de l'autre, mais c'est probablement pas 50-50. Voilà. Alors, c'est peut-être pas additif. C'est pas, voilà. Et puis par ailleurs, l'autre élément de réponse, c'est que probablement, dans des petites populations maintenues à petite taille, eh bien, la dérive génétique, c'est probablement un facteur très important. Dans les populations infinies de bactéries qui peuplent la planète, c'est probablement pas un facteur important. Donc, ça doit dépendre aussi du type. Moi, je trouve ça très intéressant de voir vos deux présentations en parallèle. Ma question, c'est aujourd'hui en sélection végétale, ou animale d'ailleurs, on peut sélectionner, on va dire classiquement, sur les performances des individus, mais aussi on peut avoir l'idée de maintenir la diversité dans la population sélectionnée. Et alors il y a tout un arsenal de méthodes qui commencent à émerger. Alors il faut mettre des paramètres de réglage avec le alpha qu'on va bien vouloir donner à la diversité, ce qui n'a rien d'évident du tout, donc on essaye de tâtonner un peu là-dessus en simulation. Et ma question, c'est que j'ai l'impression à écouter que en général, il y a plutôt moins de diversité au final dans les populations que ce qu'on attendrait d'après les modèles. Et pour parler de la sélection végétale, moi j'ai aussi l'impression qu'on a plutôt moins de diversité dans les variétés que ce qu'on souhaiterait, les adeptes intuitivement. Et quelque part, les sélectionneurs ne sont pas fous. Je pense que si on tend vers ça, c'est aussi qu'il y a quelque chose de biologique qui fait peut-être qu'il ne faut pas avoir non plus trop de diversité. Alors, je ne sais pas, le mot non additif a été prononcé, là, moi, intuitivement, j'y croirais assez. Est-ce qu'il y a quelque chose de non additif qui conduirait finalement au résultat qu'on a besoin de fonds génétiques plus homogènes et de moins de diversité que ce qu'on pourrait intuiter avec certains modèles? Je vais juste répondre parce que Moi, c'était aussi quelque chose que j'avais envie de te dire, c'est que tu t'es placé dans une vision simplifiée de la sélection, tu as parlé que de sélection directionnelle et nous ce qu'on ressent à l'échelle où on regarde, donc qui est de quelques générations et dans les champs des agriculteurs, c'est que en fait, les pressions de sélection elles vont beaucoup varier d'une année sur l'autre et du coup ce qu'on ressent, parce que vraiment nous disent les agriculteurs, c'est que la diversité à l'intérieur du champ, c'est une espèce d'assurance pour ces variations-là d'une année sur l'autre, qui sont que les gros effets tendanciels, quand on parle du changement climatique, augmentation de la température, etc. Oui, il y en a, et ça peut être géré de façon bien dirigée par les sélectionneurs, mais l'effet buffer, l'effet tampon, qui est demandé vraiment, et là on voit une explosion de la culture des mélanges de variétés de blé chez tous les agriculteurs, donc pas des populations, mais simplement mélanger des variétés. Cette année, il y avait 8% de ce qui était mis en culture qui étaient des mélanges de variétés. Donc ça, c'est un ressenti sur le terrain, et donc du coup, c'était la question que j'avais envie de te poser. C'est la sélection, si elle varie dans le temps, Oui, est-ce qu'on n'attend pas un maintien de... Oui, donc c'est exactement ça. Donc c'est très bien, pas mention. En fait, à la transition de débat, je vais replacer le contexte historique plutôt que de donner mon avis. Les neutralistes sélectionnistes, les gens qui ont été très réfractaires à cette idée du neutralisme, c'est-à-dire, eh bien, ils devaient quand même expliquer d'où venait la diversité. Et typiquement, les choses qui étaient mises en avant, c'est de dire oui, mais on ne sélectionne pas toujours pour le même caractère au même endroit. Donc c'est toutes ces formes de sélection dites balancées, que j'ai un petit peu glissées sous le tapis,
soit des variations temporelles, soit des variations géographiques, exactement comme on fait dans les plantes, soit même des interactions, donc ça devient un peu plus compliqué. Au sein de la même espèce, on peut avoir des interactions qui maintiennent aussi de la diversité. Ça n'a pas été retenu comme la meilleure explication par l'histoire. Alors, il est resté un bout de question, c'est est-ce qu'il existe une diversité optimale? Ouais. Ça, je n'ai jamais réfléchi à cette question. Moi, je suis microbiologiste et c'est vrai qu'on a tendance, nous, à voir la diversité dans une population comme un avantage et il nous semble, enfin, Philippe dira s'il est d'accord avec moi, mais qu'il y a des mécanismes génétiques pour augmenter la diversité, en particulier des phénomènes de mutagénèse, particulièrement dans des questions de stress. C'est-à-dire où on a besoin d'obtenir dans une population des individus qui joueraient un peu ce rôle de buffer, de tampon, qui permettent d'avoir toujours un réservoir de diversité génétique qui va permettre à la population de s'adapter. Et ça peut être aussi déterminé génétiquement, c'est-à-dire sélectionné, parce que c'est des groupes. Voilà. Alors je vais répondre. Donc tu fais référence probablement au mutateur. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'idée que quand il y a une situation de stress, typiquement chez les bactéries, on observe une explosion du taux de mutation parce qu'on perd des gènes de réparation, ça marche comme ça en général, des gènes qui s'assurent que la copie est très fidèle. Parfois, ils sont perdus. Alors ça marche chez les bactéries parce qu'il y a liaison génétique entre la perte de ce gène et le reste. Mais ce qu'on montre aussi, c'est que les mutateurs, ils apparaissent, ils répondent bien, mais en fait sur le long terme, ils disparaissent toujours. Donc est-ce que vraiment c'est encodé génétiquement? Je ne sais pas. Dès qu'on revient dans des conditions normales, à ce moment-là, c'est clair que c'est un désavantage. Mais bon, enfin bref, on pourra c'est un débat compliqué, ça. Voilà. Je vous donne la parole. C'est une question beaucoup plus générale pour un béotien que je suis. L'opposition entre phénotype et génotype que vous avez évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait savoir comment ça s'oppose vraiment? Historiquement ou biologiquement? Conceptuellement déjà. Ah. Bon, historiquement, les gens ont séparé les deux. Donc génotype, c'est ce qui était porté par le matériel héréditaire. Et le phénotype, c'était l'expression de ce matériel héréditaire à travers un observable, soit un trait phénotypique. Alors on dit un trait phénotypique, donc on se recache derrière quelque chose d'abstrait, mais la hauteur des humains, la hauteur d'une plante, la hauteur... C'est ça qui a été fait au début. Alors après, si on regarde de plus en plus précisément, c'est pas évident de toujours faire la différence entre les deux, c'est ça. Mais c'est une séparation historique, je dirais. Enfin, juste pour compléter, là, une grande question, c'est quand même le lien, comment on va du génotype au phénotype, et donc c'est là que derrière, il y a donc une certaine, un fonctionnement des gènes, et puis aussi entre eux, au sein de la plante, en interaction avec l'environnement, avec les autres plantes, etc. Parce que selon les environnements, un même génotype peut conduire à des phénotypes différents. Donc il n'y a pas une opposition, mais c'est juste que si on parle pas, si on reste sur le génotype, on ne parle pas de tout un tas de choses. Oui. Moi j'avais deux questions. La première, c'est les variétés qui sont développées donc, par la recherche participative et sont aussi inscrites au catalogue. Comment ça marche Et aussi, une question un peu liée, c'est pour développer des variétés, vous devez utiliser aussi des variétés commercialisées avec les variétés paysannes. Comment ça marche au niveau des brevets C'est un peu compliqué tout ça. Pour une réponse détaillée, on pourra peut-être faire ça après. Très vite, en fait, en France, en Europe, il n'y a pas de brevet sur les variétés. Les variétés, elles sont protégées par un système de protection intellectuelle qui s'appelle le certificat d'obtention végétale, qui permet l'utilisation d'une variété protégée dans un croisement pour en recréer une autre. Donc en théorie, on peut tout à fait utiliser des variétés inscrites pour en recréer d'autres. Il se trouve que dans le programme dont j'ai parlé, on n'a utilisé aucune variété
du catalogue parce que ça ne correspondait pas à ce que recherchaient les paysans. On a utilisé des variétés qui avaient plus de protection intellectuelle ancienne. Et la première question, c'était inscription au catalogue. En fait, non, c'est pas le but. D'une part, elles sont hétérogènes, donc pour l'instant, pas d'inscription possible. Et d'autre part, l'idée, c'est pas que une variété développée comme ça va convenir à tout le monde. C'est plutôt que chaque agriculteur retrouve les savoir-faire pour se faire un peu sa variété. Et donc, bien sûr, ça diffuse, mais à petite échelle entre agriculteurs. Et ces échanges-là, ils sont tout à fait... Ils ont été autorisés par la loi biodiversité 2016, où on a autorisé les échanges dans le cadre de l'entraide agricole. C'est comme ça que ça diffuse. Pour revenir sur la question phénotype-génotype, en fait, c'est pour moi un des cœurs du problème, en fait, parce que quand on fait de l'analyse en fait, sur des locus, en fait, ce que tu regardes, c'est le génotype. Or, la sélection ne s'exerce pas, elle s'exerce effectivement sur le gène, mais en fait, c'est sur le produit tout un tas de gènes, en fait, elle s'exerce sur les phénotypes, pas sur le génotype directement. Du coup, comment vous arrivez à gérer, en fait, comment tu arrives à gérer la complexité, en fait, qu'un phénotype, c'est le produit de plusieurs gènes, en fait Donc, comment on arrive à gérer? Qu'est-ce que c'est cette question? Donc, ça veut dire... sur un gène, c'est facile, en fait, mais on sait très bien que, par exemple, la capacité à pousser dans un milieu particulier, ça ne va pas être le produit de résultat d'un gène, mais de multitudes de gènes. Donc si finalement il y a une infinité, alors quasi carrément, une très 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 grand nombre de locus du génotype qui est responsable d'un phénotype, on ne va pas avoir de traces de ça dans le génome. C'est ça la question. Après, on n'est pas tout à fait capable de faire ce petit passage entre... alors quand il y a quelques gènes qui se combinent ensemble, on arrive à faire des choses avec des approches de type paysage adaptatif, on arrive encore à faire des choses. Quand le nombre de gènes devient très 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 grand, en fait, on ne sait plus faire que des moyennes, on ne sait plus faire. Donc ces processus-là seraient invisibles sur le génome, en fait, si c'est ça la question. Et du coup, quand tu dis qu'on voit très peu de locus où on voit la marque de la sélection, est-ce que c'est pas ça l'explication? C'est une possible explication. Alors, est-ce que... peut-être quand même là, si on regarde dans les fonds génétiques des espèces cultivées, dans les programmes de sélection, c'est dommage que les collègues du Moulon qui font la sélection génomique soient partis, je pense qu'ils auraient des choses à dire, mais je pense que là, on peut voir les traces de ça même à un niveau multilocus, parce que dans les espèces cultivées, on est sur des pressions de sélection, donc pas là dans ce dont j'ai parlé là, mais au début, sur des pressions de sélection quand même très très fortes à des échelles de temps court. Donc on peut... Si tu as dizaines, centaines de locus, oui, si ça monte à des dizaines de milliers, c'est toujours pareil. Bah, c'est comme ces trucs d'association de pathologie, où on somme des effets infinitésimaux sur l'ensemble du génome, mais à la fin, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, quoi. Donc, je crois qu'il y a une échelle dans laquelle on n'y arrive plus, en fait. Oui, non, c'est pas même, on est plutôt à des dizaines. Ouais, dizaines, encore, on arrive à les voir, mais si on est sur des milliers... J'ai encore deux questions. La première, c'était juste pour revenir par rapport à votre discours, si j'ai bien compris, le modèle. Il y en a un qui explique pas assez de diversité et l'autre explique trop de diversité, c'est ça? C'est mon point. D'accord, ok. Non, c'était juste pour être sûr d'avoir... Prédit. Oui, les prédictions, mais du coup, c'est pas la réalité, donc ça veut dire qu'il nous manque quelque chose. Bah, donc, d'où l'idée de faire émerger des modèles qui sont un peu des deux pour voir comment on y arriverait, quoi. Est-ce que je pense que c'était des mutations qui pourraient être neutres avec un certain type avec d'autres mutations, mais finalement, quand on les met ensemble, elles font émerger quelque chose de positif ou de négatif, et du coup, ça pourrait faire une combinaison entre les deux. C'est un dysphasie, du coup. Oui. Ça pourrait être une explication possible. Ou... Alors oui, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ouais, maintenant, me mettre en place dans les modèles, c'est... Mais non, mais une question, la Terre elle reçoit du soleil, donc elle reçoit de l'énergie. Et j'ai du mal à comprendre comment, en recevant de l'énergie, notre système va, à la limite, diminuer sa diversité. C'est contradictoire, dans le sens que ordonné,
ça n'absorbe pas l'énergie. C'est, à la limite, on peut utiliser l'entropie, le NTR au BI, et ça, il y a quelque chose qui me semble contradictoire avec toute notre démarche d'optimisation, d'ordonner les choses tous dans le même sens, et donc c'est contraire à la stabilité, mon avis, parce qu'on reçoit beaucoup d'énergie du soleil, et qu'un système qui est tout ordonné est, pour moi, est plus instable. On parlait de stress, stress hydrique, stress, etc., sur des variétés qui sont toutes orientées. Et dès qu'il y a un stress dont l'orientation de la variété ou du génome, je ne sais quoi, n'accepte pas, ça y est, c'est la catastrophe. Et je pense que ça vient déjà du principe de départ, c'est qu'on reçoit l'énergie, il faut l'absorber. Et c'est que la diversité qui peut l'absorber. Et c'est contraire un peu à tous les principes je pense, économiques, etc., etc. Alors je ne sais pas quelle est votre approche par rapport à ça, c'est la mienne. J'avais jamais pensé les choses comme ça, mais ça non, ça se touche. Il y a des études qui montrent qu'il y a des corrélations négatives entre l'augmentation de la productivité, donc des systèmes de plus en plus simplifiés, homogènes, uniformes, et puis la stabilité. Donc plus c'est productif et homogène, moins c'est stable. Donc ça va dans le même sens. Et encore productivité à l'hectare ou productivité à l'heure? Je crois qu'il y a quand même une histoire d'échelle de temps. C'est-à-dire, si finalement un organisme invente une méthode pour capter toute l'énergie solaire au profit des autres, il va le faire directement. Mais ça, c'est pas très stable. Mais par contre, sur une petite échelle de temps, on peut voir comme ça une homogénéisation tout d'un coup. Quelqu'un est capable de prendre tout le soleil. Bon, bah, il le prend tout de suite, évidemment. Enfin, pas nous, les humains, je parle d'un organisme différent. Avantage sélectif, paf, il va se développer. Mais sur le long terme, c'est pas sûr que ça se passe. Mais j'ai pas très bien compris comment le modèle neutre produisait de la diversité. En fait, le modèle neutre ne produit pas de diversité. Tous les modèles de sélection et de dérive, ils font de l'érosion de diversité. Mais le modèle neutre, il fait une érosion beaucoup plus lente de diversité. Ce qui fait que pour un même taux de mutation, on va avoir une érosion plus lente, donc on va avoir globalement une diversité plus grande. Oui, mais on partirait du postulat de départ qu'il y a beaucoup de diversité au début et qu'elle diminue après. Non. C'est défini par la mutagénèse, par le taux mutagénèse. Donc là, on cherche un modèle qui est à l'équilibre entre un taux entrant et un taux sortant. Si on fait baisser le flux sortant, on va globalement moins de diversité. Mais on peut partir d'un état zéro, à partir du moment où on met des mutations, on va aller sur l'état d'équilibre.